Cette semaine, au Libre Podcast, Frank Fournier nous parle du livre « Libéral mais non coupable » de Charles Gave et on s'entretient de la légalité de la prorogation du Parlement canadien par Justin Trudeau avec l'avocat pour le Québec du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, Olivier Séguin. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis Francis Denis et pour cette première partie de l'épisode de cette semaine, je suis heureux d'être en compagnie de François Fournier, dit le dédomiseur. François Fournier, bonjour. Bonjour. François Fournier, vous êtes un nouveau podcasteur ici même au Libre Podcast, mais pour ceux qui sont au courant de l'actualité québécoise, vous êtes désormais avec votre collègue dans le podcast intitulé Yann et Frank, vous êtes désormais des incontournables. Alors, nous invitons bien évidemment nos auditeurs à aller à taper sur Google, comme on dit, ou sur toutes les plateformes de balado-diffusion, le balado Yann et Frank, toujours dans le commentariat politique de presque à tous les jours. Là. Donc, véritablement, vous êtes au courant de pas mal tout ce qui se passe dans l'actualité nationale et internationale. Alors, François Fournier, j'aimerais d'abord peut-être vous présenter, là, puisque nous avons quelque chose en commun, c'est-à-dire que nous avons tous les deux étudié la philosophie à l'Université Laval, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pour le peu de personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous simplement vous présenter, François Fournier? Oui, c'est ça. Comme tu l'as rappelé, mon vrai nom, c'est François, mais Yann et François, je trouvais que c'était pas un super bon nom niveau marketing. Donc, et les gens m'appellent Frank depuis quasiment toujours, là, quand j'étais jeune aussi. Donc, ça a un peu collé, puis c'est resté comme ça. Puis à un moment donné, c'est dur de changer les habitudes établies. Même si demain matin, je demandais aux gens de m'appeler par mon nom complet, c'est comme s'il y a quelque chose de non naturel à ça. Mais oui, c'est ça. Les gens qui me connaissent pas, peuvent m'entendre sur différentes tribunes, là, dont au 98.1 à Québec, donc Choix Radio X, également Radio Le Cornet Pirate. Deux Boules, là, parce que vous êtes aussi un animateur de musique rock en particulier. Là, donc, vous connaissez beaucoup à ce niveau-là. Oui, c'est ça, j'ai écrit on saute un peu du coq à l'âne, là, mais j'ai écrit 2 bouquins, dont le deuxième qui porte un peu sur l'histoire de la musique, qui se veut une collection de petites histoires sur différents moments et différents personnages. Et c'est ça, c'est une passion que j'ai un peu depuis toujours. Donc, je fais aussi des chroniques musicales, des chroniques politiques. J'ai aussi, ça fait depuis 2018 que j'avais mon propre podcast à moi que j'avais appelé justement, c'est pour ça que le nom me collait un peu, que j'avais appelé le dédomiseur à l'époque, parce que je trouvais que la formule de l'expression dôme était drôle, parce que je trouvais que ça illustrait quand même assez bien une forme une forme de comment je dirais ça, de repli mental. Tu sais, on dit souvent, je pense qu'il y a un peu une caricature qui a été faite au fil du temps de dire les nationalistes sont repliés sur eux-mêmes, mais moi, je pense que c'est plus une forme de repli mental et culturel, c'est une forme d'insularité culturelle, si on peut dire. Puis, on en parle parfois avec Jérôme Blanchet-Gravel, que les gens connaissent évidemment très bien. Quand on sort du Québec puis on regarde les projecteurs, on se rend compte à quel point il y a une particularité culturelle ici qui fait que certains sujets sont occultés, d'autres sont on met le radar dessus de manière disproportionnée. Un bon exemple de ça cette semaine est la fameuse histoire du salut nazi ou salut semi-nazi de Elon Musk. La journée où la clip vidéo est sortie, je me promenais dans les grands quotidiens israéliens. Je me suis dit, s'il y a un endroit sur Terre où les gens vont parler de ça, c'est dans un quotidien israélien, donc dans le Times of Jerusalem, Jerusalem Post. Donc, il y en a plusieurs, là, Herzl aussi, je crois. Donc, il y a 3-4 grands journaux en Israël que les gens peuvent lire. C'est ça que les gens peuvent lire sur... Herzl, c'est un autre personnage. Les gens peuvent lire sur Internet en anglais, donc puis même utiliser la fonction pour traduire si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Et dans les 3 ou 4 quotidiens que j'ai feuilletés, il y avait un article
qui en parlait. Là, tu te dis, ben, dans la nation juive, dans l'endroit au monde où on devrait avoir la plus grande sensibilité pour ce genre de questions-là, c'était à peu près pas parlé parce que tout le monde sait en Israël que Musk est un ami d'Israël. Hmm. Il a été vu plusieurs fois dans le début de la guerre et de l'invasion de Gaza, ou invasion, ou en tout cas de l'opération militaire à Gaza. Musk s'est rendu en Israël et a été photographié avec Netanyahou. Ça lui a d'ailleurs été reproché. Donc, tu sais, tout ça paraît un peu absurde, mais ici, au Québec, la nouvelle a été traitée comme si on était au cœur de cette controverse-là, comme si ça nous était dirigé, comme si on était sur le bord de basculer dans le quatrième Reich. Hmm. Donc, c'est un peu ça l'image, je pense, du dôme. Ça a resté C'est un sans microcosme, là, parler. c'est sûr. Elon Musk, ce nazi sioniste, donc c'est Ouais, c'est la ça. nouvelle catégorie. C'est ça, on vient de découvrir une nouvelle catégorie. Ce sont les nazis sionistes et philosémites. Là. C'est ça. Donc, donc, on pourrait être à la fois nazi et amoureux du peuple juif au point d'emporter un médaillon sur soi qui symbolise les otages pris par le Hamas. Donc, tout ça est proprement délirant. C'est le type de sujet que je trouve intéressant. Mais c'est Puis que nouveau, ça, cette volonté, bon, cette perspective-là d'essayer de regarder ou de dédomiser, c'est-à-dire de sortir et d'aider par l'entremise des médias, permettre aux Québécois un moyen qui vous écoutent et pour enrichir l'univers médiatique québécois de cette perspective, disons, d'essayer de rétablir les faits pour être en ligne avec ce dont le monde parle finalement. Donc, ouais. est-ce que, bon, j'imagine, il y a toujours eu cette propension-là au Québec de certains qui ont toujours essayé de faire cette œuvre de dédomisation, mais on dirait que c'est difficile hein, d'intéresser les gens justement à cet autre point de vue un peu extérieur. Ben, c'est difficile dans une certaine mesure où le regard de l'extérieur, tu sais, s'extraire de quelque chose, d'essayer de regarder une situation pour ce qu'elle est autant que c'est possible. Donc, évidemment, personne prétend être objectif et neutre parce que tout le monde a un point de vue. Là. Je veux dire, c'est une vérité de la palisse, là, mais je pense que c'est un exercice qui est sain, mais qui peut être parfois assez douloureux. C'est-à-dire que j'en parle des fois avec des amis autour de moi, puis j'en parlais même l'autre fois quand j'ai été invité au podcast de Jason Bajada, donc Bajada Dialogue. On en parlait ensemble. Il me disait, il dit, moi, j'ai été quelqu'un qui, en 2015-2016, écrivait sur ses réseaux sociaux qu'on allait basculer dans le fascisme avec l'élection de Donald Trump. Tout ça, il dit, j'étais ce genre de personne-là. Et c'est un long cheminement où tu te dis, bon, est-ce que j'ai toutes les informations? Est-ce que je maîtrise bien? Tu sais, les gens que j'attaque, est-ce que je comprends comment ils réfléchissent dans leur tête? Est-ce que j'ai fait l'effort de comprendre le point de vue de l'autre? Est-ce que, tu sais, comment, là, j'ai assumé que telle personne était un raciste, un nazi. Bon, comment j'explique que, par exemple, je sais pas, moi, le sénateur américain Tim Scott, qui est un Afro-Américain républicain, se tienne sous le même lutrin, le même podium que Donald Trump et interagissent avec. Là. Est-ce que ça fonctionne dans ma grille de lecture, ce que je suis en train de voir devant mes yeux? Puis, tu sais, il ne faut pas que ce soit non plus interprété comme ça peut apparaître hautain là, si on dit moi, je vais vous apprendre à voir au-delà de. Mais en même temps, c'est un processus qui est organique aussi, dans le sens que moi, je me nourris beaucoup de mes propres auditeurs. Les gens m'envoient des choses parce que je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas lire. Mais chaque jour, moi, je reçois des emails de gens qui me disent as-tu lu tel article? Il y a un lien vers le Los Angeles Times, par exemple, ou un article d'une revue française qui m'a complètement échappé. Tu vois, cette semaine, quelqu'un m'envoyait, je l'ai même devant les yeux encore, un article de l'Independent Institute qui parle de ce qui se dessine dans le Nord d'un point de vue militaire avec le contrôle de l'Arctique, le Groenland. Bon, ça remet un peu les choses en perspective. Et ça, c'est parce que moi, je crois beaucoup quand même à la fameuse phrase que disait Feu André Arthur, à la gang, on sait tout. Donc, il y a quelque chose d'organique aussi, je pense, dans une bonne démarche médiatique, c'est qu'on apporte quelque chose à l'auditoire et lui nous apporte quelque chose également. Tu sais. Sans les gens, si on n'a
personnes et on prêche un peu dans le désert, ben, on est nourri par rien. Finalement, on nourrit les gens, mais eux-mêmes nous nourrissent, je pense, en retour. Fait que c'est un petit peu ça. Donc, le podcast Yann et Frank, mon podcast que j'alimente moins aujourd'hui parce que je suis plus dans la couverture au day-to-day, si on peut dire, et les différentes chroniques radio. Puis il y a aussi, c'est ça, comme je le disais, le livre sur l'histoire de la musique. Et il y a aussi mon premier livre que j'avais écrit sur la mouvance de la décroissance. On en avait déjà discuté avec Jérôme dans un grand entretien. Puis c'est ça, c'est pas mal le topo pour ceux qui me connaissaient pas. Donc, beaucoup de lectures sur les réseaux sociaux, être vraiment dans les nouvelles tous les jours. Mais bon, vous avez étudié la philosophie, donc vous êtes capable aussi de lire des livres. Et justement, c'est ce que vous vouliez nous faire prendre un peu ce pas de recul, parce que les livres, bon, on lit tout le temps. J'imagine, vous aussi, vous lisez les nouvelles, vous lisez. Prendre du temps un peu à côté de cette actualité, disons, effrénée, pour lire un livre, prendre le temps, c'est toujours plus compliqué. Ça demande du temps et des fois, on a envie d'être avec nos familles aussi, là, d'arrêter comme ça, parce que c'est vraiment très chargé comme actualité, surtout en cette année 2025. Je pense que on n'arrêtera pas là, parce que justement, le président, celui qui donne le là de la mouvance mondiale, M. Trump, qui vient d'être élu, il dort très peu. Et donc, il va y avoir beaucoup de nouvelles à tous les jours. Pendant hier, il était au World Economic Forum, bon, en différé, là, par rapport. Il a fait un grand discours, et au même moment, bon, là, on a des agences des États-Unis qui sont en train d'essayer de mettre en place les nouvelles politiques par rapport à l'immigration. Donc, je pense que ça arrêtera pas. Et donc, prendre du temps avec vous une fois par mois, ça va être intéressant, parce que vous allez nous apporter justement un peu de hauteur en nous parlant de livres que vous avez lus. Et notamment, cette semaine, vous vouliez attirer notre attention sur ce livre de Charles Gave. Charles Gave, qui est une personnalité qui a émergé, très connue dans son monde, qui est le monde de la finance en France, mais il a habité beaucoup d'années à Londres et également à Hong Kong, je crois. Nous l'avions reçu justement aux grandes entrevues. Jérôme Blanchet-Gravel à Libre Média, nous l'avions reçu. Donc, c'est une entrevue qui est encore disponible sur YouTube, sur la chaîne de Libre Média. Mais vous vouliez nous parler de son livre Libéral, mais non coupable. Donc, une espèce de défense du néolibéralisme, pourrions-nous dire. Parlez-nous un peu là, de votre lecture et qu'est-ce que vous en retenez. Ben, c'est ça, c'est que c'est un ouvrage, en fait, qui a été initialement publié en 2009, que Charles Gave, bon, qui est économiste, entrepreneur financier, et maintenant podcaster, si on peut dire, parce qu'on le voit maintenant partout sur Internet. Il multiplie les entrevues, les apparitions. Et il est également le fondateur de l'Institut des libertés, donc un espèce de think tank / maison d'édition qui promouvoit les valeurs libérales classiques, ainsi que les ouvrages finalement de Charles Gave. Donc, c'est un monsieur qui écrit dans le milieu des années 2000 quelques bouquins qui avaient été un peu oubliés, un peu discontinués. Et c'est toujours intéressant de revenir à des œuvres, parce que la France, qui est à la fois un État étatiste, c'est un pays qui est extrêmement étatiste, qui est encrouté qui ressemble beaucoup au Québec à certains égards, où le Québec ressemble beaucoup à la France, selon la perspective, là. C'est le pays là, où est-ce que les dépenses publiques pour le filet social, entre guillemets, sont proportionnellement les plus grandes dans le monde occidental, au monde. Donc, un État vraiment tentaculaire et énorme. Et un poids fiscal aussi qui correspond à ça. Le fameux gag, c'est qu'en fait, l'État français ne sait même pas combien de personnes travaillent pour lui. Et il y a des niveaux de gouvernement, bon, des paliers cantonal, régional, que nous, on ne peut même pas s'imaginer, là. Donc, c'est un État qui est absolument obèse, et depuis très longtemps, hein, même depuis, bon, il n'y avait pas ce degré d'obésité-là, mais bon, une des raisons qui explique ça historiquement, c'est la manière dont le système féodal français fonctionnait. Je ne ferai pas un long cours d'histoire là-dessus, là, mais par rapport au système anglais, le système seigneurial français faisait en sorte de concentrer le pouvoir beaucoup plus que celui du système britannique ou de d'autres systèmes qui avaient leur place
en Europe et ça a fait que très tôt, il y avait dans les mains du roi, par exemple, beaucoup plus de concentration du pouvoir. Si on se rappelle de la fameuse phrase de Louis XIV, l'État, c'est moi. Et ce que ça a fait, paradoxalement, c'est que, un peu en réaction, c'est que ça a créé aussi, c'est là qu'a émergé une grande partie de la mouvance libérale. Donc, quand on pense au libéralisme aujourd'hui, qui est un mot qui est un peu dévoyé parce que maintenant, dans le monde, il y a toutes sortes de gens qui se disent en anglais liberal, mais qui c'est pas du tout des libéraux au sens classique du terme. C'est plutôt, en français, on dit des gauchistes, mais en anglais, on dit liberals ou libtard, ce genre de choses-là. Si vous allez aux États-Unis, vous dites liberal, donc c'est l'opposé d'un conservateur. Mais ici, ça veut pas dire. Dans le monde francophone, ça a une autre signification. Oui, une petite anecdote là-dessus, justement. Cet été ou au mois de septembre, j'étais à San Francisco. Puis, je parlais à des gens plutôt à droite là, du Parti républicain. Puis, je leur disais libre média. Et pour eux, c'était liberal. Ils ne comprenaient pas comment le média, libre média, pouvait être intéressé à leur discours. Exact. Justement à cause de cette confusion du mot, disons, ces ramifications du mot liberté en français et en anglais. Là. À tel point que, en fait, le mot libéral ou libéralisme a tellement été dévoyé que dans le monde anglophone, on a créé un nouveau mot qui s'appelle plutôt libertarien pour parler d'un libéralisme plus classique. Donc, mais dans la tradition française, bon, il y a toutes sortes de personnages. Là, on peut remonter jusqu'à Turgot. On peut remonter. Il y a une célèbre lettre de Turgot à Louis XIV qui parle de que l'État, à un moment donné, a ses limites. Il y a Pierre Donou, il y a Dominique-Joseph Garat. Il y a plein de personnages dans l'histoire de France qui incarnent ce libéralisme-là et qui sont un peu oubliés. Et Charles Garve s'inscrit un peu dans cette tradition-là. Donc, dans ce bouquin-là qui s'appelle Libéral mais non coupable, qui fait, pour les gens que ça intéresse, ça fait même pas 200 pages, c'est 180 pages à peu près. Ce qu'il essaie de faire, c'est que ça a été publié dans le contexte de la crise des subprimes, donc qui a dérivé dans une crise économique plus majeure vers 2008. Il explique en réalité, parce que le discours dominant qui s'est installé à ce moment-là, c'est le marché, le capitalisme génère des crises cycliques. Il faut le réguler, il faut le contrôler, il faut le mater parce que le libre marché lui-même ne parvient pas à nous épargner ces moments-là absolument épouvantables où on se promène de crise en crise. Et Charles Gave, en fait, adresse tous ces arguments-là un par un dans son livre. Avec des formulations qui sont quand même qui sont quand même pas piquées des verres. Et il montre à chaque fois que chacune des décisions qu'on impute finalement à des défaillances du marché relève, si on fouille même pas très loin, d'interventions étatiques précises. Donc, en telle année, le gouvernement a décidé d'aller jouer dans telle loi pour obliger les institutions financières à faire X, Y, Z choses. 3 ans plus tard, ça a engendré ce problème-là. Et ça fait partie de l'ensemble des causes qui ont amené à ce désastre-là, par exemple. Et là, il dit, je vous cite une partie du début du livre, il dit « Les interventions étatiques ont explosé, les plans de relance succédant au sauvetage et aux subventions. Nous pourrions utiliser l'image suivante. Les hommes au pouvoir sont des alcooliques à qui leur drogue était chichement mesurée. Déficit budgétaire limité par les critères de Maastricht, surveillance par les marchés financiers. La crise a fait sauter tous les contrôles et la clé de la cave a été donnée aux alcooliques. Ils sont en train de l'attraper dans une allégresse générale, la cuite du siècle. Il est malheureusement à craindre que les lendemains soient très difficiles. Tous les pays qui n'ont pas fait les efforts de réforme durant la période de croissance, quand c'était facile, vont se retrouver avec une dette immensément alourdie et auront dépensé d'un seul coup tout l'argent dont ils pouvaient espérer disposer dans les années à venir et se retrouveront pauvres comme Job sur leur tas de fumier, c'est-à-dire la dette qu'ils sont en train d'émettre. » Et je me suis dit, mais en lisant tout le livre, je me disais, mais ce qu'il décrit comme situation, en fait, c'est exactement la même situation en fait, sur lequel on est assis présentement, c'est-à-dire il y a eu une crise, un choc mondial relié à un virus qui émerge. Certains disent dans un labo, d'autres dans un wet market. L'origine, finalement, est plus ou moins importante par après, là, quand on y pense. Ça, c'est important pour
savoir quoi faire pour plus que ça se reproduise, mais au final, c'est le même. Que peu importe d'où ça origine, ça nous amène aux mêmes C'est conséquences. comment nous avons réagi comme société à ce virus-là. Là. Exact. Et finalement, ce qu'il dit, ce qu'il décrit dans le livre, c'est dit les États, en fait, qui n'ont pas fait un effort à un moment donné pour rationaliser certains processus, pour essayer de revoir ce qu'est la mission fondamentale de l'État. Et là, ça va au-delà de gauche-droite, parce qu'on peut très bien dire qu'on veut un État qui prend en charge un peu les démunis, puis qui donne des aides directes aux gens qui souffrent de handicap, de tout ça. Mais on parle plutôt de lourdeur bureaucratique et d'appareil d'État qui est devenu de plus en plus obèse. Et lui, ce qu'il dit, c'est que dans les périodes de croissance, dans les périodes de prospérité, c'est là où un État devrait faire cet effort-là de réforme, de modernisation, parce que quand on est dans des temps prospères, les gens peuvent se retrouver des emplois. Si on décide d'abolir un ministère, quelqu'un va très rapidement pouvoir se replacer ailleurs. Par contre, dans des moments difficiles, c'est dur de faire des réformes parce que là, il y a un haut taux de chômage. Si je mets des gens à la porte, ils vont se retrouver eux-mêmes sur des programmes d'aide que de toute façon, donc, on va être obligé de payer d'une manière ou d'une autre. Donc, il dit, en fait, les États qui n'ont pas fait les efforts dans les périodes prospères L'abondance. de se contenir, dans les périodes d'abondance, exact. C'est un peu ce que nos grands-parents nous enseignaient. Dans les périodes d'abondance, on stocke et dans les périodes de disette, on utilise les stocks. Je veux dire, c'est vieux comme le monde. La Vos cigale et la grands-parents. fourmi. Et c'est ça, la cigale et la fourmi. Vos grands-parents faisaient des canages quand c'était la saison des fruits, ils mettaient ça dans une chambre froide. Puis pendant l'hiver, quand il y a moins de fruits, il y a moins de légumes, on sort les canages avec toutes sortes des tomates, des carottes, tout ça qu'on a mis en canne, des petits fruits, pour pouvoir se mettre quelque chose sous la dent. Mais lui, ce qu'il dit, c'est un peu la même chose à l'échelle de l'État. Et là, on est pris dans une situation qui décrit très bien dans le livre, même si on parle d'une décennie, plus d'une décennie au préalable, où des États se sont endettés de manière disproportionnée, sont intervenus dans l'économie en pensant qu'ils pouvaient la réguler, qu'ils pouvaient la contrôler, qu'ils pouvaient en fait se prendre pour Dieu d'une certaine manière. Et là, on se retrouve dans une situation où les États n'ont plus de marge de manœuvre, en fait. Parce qu'ils ont, et ça, je pense, dans le cas canadien, c'est particulièrement pertinent. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que dans le livre, il cite le Canada un peu en exemple. Parce que, et là, ça nous renvoie à l'ère chrétien Harper, donc l'ère où il y a eu beaucoup de réformes avec Paul Martin, avec Stephen Harper, à une autre époque. Et il dit, le Canada, contrairement à la France, a fait beaucoup d'efforts à cette époque-là pour essayer de dégraisser son État, essayer de devenir plus agile, de simplifier des processus, de revoir, de revenir à l'essentiel. On parle, par exemple, pour donner un exemple aux gens, Stephen Harper avait déjà commandé une espèce pas d'études, mais de commissions gouvernementales où on étudie, par exemple, tous les programmes de subvention un à un qui ont été créés. Et on regarde, il y en a qui sont même plus utilisés, mais c'est des budgets dormants. Il y a des choses qui ne s'appliquent plus parce que c'est des technologies désuètes, par exemple. On fait le ménage là-dedans et on en supprime, on garde que ce qui est essentiel. Il y a plusieurs pays, dont la France, où ces exercices sains-là n'ont jamais été faits, en fait. Et là, Ça ne fait que s'empiler, finalement. Là, ça ne fait que depuis des s'empiler, années. ça ne fait que s'empirer. Et là, ce qui est drôle, c'est que tu lis ça aujourd'hui, puis tu te dis, c'est drôle, en 2008-2009, des gens trouvaient que le Canada est en bonne posture, et regardez où on est en 2025. On est exactement ce qu'il décrit qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire une société sclérosée qui est arrivée au bout, qui a profité de périodes de prospérité, non pas pour accumuler en disant, pour les temps durs, voici le coussin qu'on aura pour faire face à ces difficultés-là, mais plutôt que dépenser comme si on était dans une espèce d'arc-en-ciel généralisé où jamais il pouvait avoir de temps dur, jamais il pouvait avoir de problème. Et là, on se retrouve confronté à ça et finalement, on est prisonnier un peu de tout ça. Et Le ici, Canada a élu une cigale, donc il faut faire attention pour qui on vote. et il y a un passage que je trouve particulièrement intéressant, puis j'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. Il dit, mais en réalité, tous les partis de plutôt interventionnistes, étatiques, là, qui vont de l'extrême gauche jusqu'à ce qu'on appelle à ceux qu'on appelle le centre droit, entre guillemets. Là. Donc, tous ces gens qui
qui vous disent en gros, ah, mais c'est parce que il faut réglementer telle industrie, il faut qu'on se dote une loi, il faut avoir des gens, des meilleures personnes au pouvoir. Lui dit en réalité, il y a juste une solution et c'est faire décroître la taille de l'État. Et ça a été prouvé partout parce que à un moment donné, l'État ne peut plus subvenir à ses missions fondamentales tellement il a élargi le spectre de ses interventions. Et il dit quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Il dit pour s'en sortir, il est nécessaire d'organiser une refonte fondamentale de l'État avec une diminution drastique de son rôle, diminution de son périmètre, privatisation, gestion au mérite des personnels, allongement de la durée de travail. Comme c'est la seule solution possible, elle sera retenue non sans que l'on ait essayé toutes les autres avant. J'ai tendance à penser de même que seul un général pouvait faire sortir seul un général pouvait nous faire sortir du bourbier algérien. Seul un socialiste pourra s'occuper de cette tâche. Et là, il dit, c'est faisable, mais Dieu que c'est difficile à imaginer pour notre pays, tout confit qu'il est dans sa religion étatique et sa quête éperdue de sécurité. Imaginez, là, on parle de ça en 2009, c'est la quête de sécurité. Et quand il parle de la tâche devra être faite par un socialiste, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent réfléchi à cet aspect-là. C'est que, en général, entre guillemets, le sale boulot doit être fait par les gentils. Sinon, vous savez, on parle souvent d'austérité au Québec avec ce qui s'est passé avec les libéraux de Philippe Couillard, mais en réalité, les deux seuls vrais épisodes d'austérité qu'il y a eu dans notre histoire récente, c'est dans les années 80, quand le Parti québécois a fait des coupures de salaire des fonctionnaires avec René Lévesque, et dans les années 90, lorsque, sous menace de décote, Lucien Bouchard a fait adopter la loi sur l'équilibre budgétaire et ils ont mis quelques dizaines de milliers de personnes à la retraite anticipée. C'est les seules fois où il y a eu vraiment des gestes concrets posés pour dire, OK, là, il faut freiner l'expansion de l'État. Et ça a été fait par qui? Ça a été fait par le Parti québécois, bon, qui était l'alternance de gauche à ce moment-là, parce qu'il n'y en avait pas de parti plus à gauche que le Parti québécois sur le spectre politique, ce qui revient un peu à dire que les changements sont excessivement difficiles à faire dans un régime démocratique. Et c'est pas faut pas toujours penser que les changements vont venir de ceux dont on pense qu'ils pourraient venir ou de ceux dont on présume qu'ils pourraient être les porteurs. Et ça s'est vérifié d'ailleurs même aux États-Unis. C'est moins vrai maintenant, mais si tu regardes les présidents qui ont été les plus dépensiers, par exemple, Bill Clinton a été moins dépensier que George W. Bush. Pourtant, on dit, bon, il y en a un qui est démocrate, l'autre est républicain, mais il n'y a pas nécessairement toujours de corrélation entre ce qui est fait et l'idéologie qui est portée par ceux qui prétendent agir au nom de X, Y cause. Et c'est pas impossible que s'il y a des réformes à avoir au Québec, elles soient faites par un parti plus social-démocrate parce qu'ils n'auront pas le choix de le faire et parce que les gens auront, je ne sais pas, peut-être davantage confiance que ce soit fait par des gens qui font ça un peu à contre-cœur que par des gens qui se sont imaginés qu'ils vont le faire pour les mauvaises raisons et des motifs impurs ou des motifs malveillants. Mais je pense que globalement, le message qui est envoyé là-dedans, c'est vraiment lui. Il y a une diabolisation ou une mécompréhension du libéralisme qui est généralisée, je pense, autant en France qu'au Canada ou qu'au Québec. Et il l'explique bien là-dedans. En réalité, il y en a pas vraiment de libéralisme parce que les problèmes dans lesquels on est empêtré présentement, ils résultent presque exclusivement dans de la surréglementation et un État. C'est ça qui est assez amusant, c'est que les gens disent, ah, mais depuis le néolibéralisme, tout ça, mais si tu regardes des courbes de croissance de la taille de l'État, des budgets publics,
ça ne fait qu'augmenter sans arrêt, sans jamais diminuer, sauf des fois des petits plateaux parce qu'un politicien arrive en disant il faut serrer la ceinture un peu, mais on retourne jamais de l'autre côté, là. On pense aussi, des fois, il y a peut-être une confusion aussi qu'on fait entre néolibéralisme et subvention, ce que Pierre Poilievre appelle le BS corporatif, c'est-à-dire cette volonté, comment on pourrait dire, cette extension du pouvoir de l'État dans la subvention directe dans l'économie. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là, Ouais. ils confondent les. Pour eux, c'est ça peut-être le néolibéralisme, c'est-à-dire que dans un système où les fonds publics sont utilisés pour des intérêts privés, ben, on a l'impression que c'est de la faute aux intérêts privés puis au marché comme tel qui demande ça. Mais finalement, c'est le problème, c'est justement cette intervention de l'État, encore une fois, dans le domaine économique. Mais ce n'est pas du néolibéralisme, là. On n'est pas dans le libéralisme classique. Oui, parce que c'est effectivement un très bon point. Puis il y a une mécompréhension aussi dans la population, parce que plusieurs personnes s'imaginent en fait que les grandes entreprises et les grandes multinationales, ce qu'ils veulent, c'est du libéralisme économique. Or, en réalité, c'est plus ou moins vrai. Ils en veulent pour eux, mais ils veulent se créer un système de protection pour les mettre à l'abri de la concurrence. Donc, réglementer leur domaine d'activité pour faire en sorte que seulement eux puissent, disons, se mouvoir là-dedans. Là. Exactement. Et en général, le lobbying qu'ils font auprès des États finit par produire ce genre de truc-là. Donc, en réalité, il y a de l'intervention de l'État bénéfique aux gros joueurs, mais c'est pas du libéralisme économique. En fait, c'est l'inverse. C'est mettre des bâtons dans les roues d'une manière ou d'une autre. Et un exemple de ça qui, moi, m'a toujours frappé, c'est, on voit ça chaque année au Québec, là, c'est le regroupement pas des quincailleries, là, mais il y a un nom pour ça, là, mais tu sais, c'est les gens des quincailleries qui demandent au gouvernement de réglementer les heures d'ouverture des magasins pour que ils puissent être ouverts moins longtemps. Puis là, tu dis, mais ouvrez l'heure que vous voulez finalement. Et là, on dit, ouais, mais si nous, on ferme le dimanche, puis il y en a qui sont ouverts pareil, c'est de la concurrence déloyale. Non, c'est pas de la concurrence déloyale. C'est que toi, tu as pris la décision de fermer. C'est un choix commercial, là, comme un un choix autre. commercial que tu fais. Je veux dire, moi, si je prends la décision de prendre des vacances pendant l'été et que d'autres n'en prennent pas, ben, j'assume le risque que des gens prennent mon segment de marché pendant ce temps-là. C'est un peu ça. Et c'est vrai dans plusieurs secteurs. Là, le fait, par exemple, que l'industrie du taxi au Québec se soit battue pour maintenir l'existence des permis, ben, c'en est un exemple aussi. Donc, le fait que quelqu'un qui possède une voiture doive demander au gouvernement et payer un permis ou acheter le permis de quelqu'un qui en détient un parce qu'il y en a une quantité limitée, l'effet objectif de ça, c'est d'empêcher des gens d'arriver sur le marché, de conserver ton monopole ou en tout cas ton contrôle sur un segment de marché et de garder les prix à la hausse. Parce que si on est dans un libéralisme économique et tu dis, bon, ben, du moment que quelqu'un possède une voiture, qu'il n'y a pas de dossier criminel et qui a pas un, tu sais, que si on regarde son dossier puis c'est un conducteur qui n'a pas 42 000 infractions, on lui permet de télécharger un petit papier sur le site Internet qui dit qu'il est accrédité et puis voilà, ben, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent leurs biens pour le rentabiliser. Donc, c'est-à-dire que des gens qui nous écoutent peut-être sont enseignants, mais disent, ben moi, j'ai mes enfants une semaine sur deux. La semaine que je les ai pas, je pourrais conduire ma voiture le soir, faire un peu d'argent. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Vous pouvez pas le faire parce que vous devez avoir un permis que vous achetez. Bon, là, c'est moins vrai aujourd'hui parce que ça a changé, mais vous comprenez l'idée. Avec les robots taxis là, qui s'en viennent, là, on va avoir des taxis, on va avoir un taxi pour soi, puis après, il va travailler toute la journée tout seul dans son coin avec Ben ce oui. qui s'en vient. Et on l'a vu dans le. Tu sais, il ne faut pas être dupe non plus. Toute la mauvaise presse qu'il y a eu sur Airbnb dans les derniers mois, à mon avis, elle vient de manière détournée presque exclusivement du lobby hôtelier. Là. Donc, c'est le lobby hôtelier du Québec qui, je peux comprendre, a eu des années difficiles avec
la pandémie parce que, bon, il n'y avait plus de spectacle, il n'y avait plus de tourisme, les frontières étaient fermées, etc. Mais elle, de voir que Pierre Jean-Jacques peut louer sa chambre dans son 4,5, sa chambre de plus pour abriter des touristes comme ça se fait partout ailleurs dans le monde, ben, ça lui enlève potentiellement un client. Donc, ce qu'il fait, il utilise ses leviers, donc le lobbyisme, pour essayer de se rapprocher des ministres, des gens d'influence, pour faire quoi? Pour leur demander, ben, vous devriez, on appelle ça au Québec, on a mis l'expression serrer la vis. Et là, pour toutes sortes de motifs de sécurité, on va dire, ben, dans certains secteurs, ça devrait être interdit, puis il n'y a pas plus que tant de jours par année. Puis si vous le faites, vous devez vous déclarer dans tel registre pour qu'on puisse vous vérifier tout ça. Le but de ça, c'est quoi? C'est de désinciter des gens à le faire et donc de protéger un segment de marché. Ça, c'est pas du libéralisme. Les gens regardent ça puis ils pensent que c'est ça la droite ou c'est ça le libéralisme. Mais en fait, c'est le contraire. C'est que le gouvernement est utilisé pour protéger des marchés. Et c'est pas parce que c'est fait au bénéfice de grosses multinationales ou de grosses chaînes d'entreprises que ça devient une idée libérale ou néolibérale. Ça reste de l'interventionnisme d'État qui se fait au détriment même des petits joueurs, des petits propriétaires. Mais pour vous, Frank Fournier, là, dites-nous d'où ça vient un peu parce qu'on pourrait penser que toute cette énergie-là, tout ce lobbyisme-là pourrait être utilisé au contraire pour libéraliser et ces grandes entreprises-là pourraient trouver aussi un bénéfice à libéraliser. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent justement dans le camp de l'État à vouloir toujours plus de régulation plutôt que de se mettre ensemble et dire nous voulons plus d'espace de liberté pour pouvoir développer des nouveaux marchés, pour pouvoir développer encore plus notre entreprise et que le meilleur gagne finalement. D'où ça vient un peu cette volonté de toujours aller dans le sens de ce dont on a toujours c'est ce qu'on a toujours fait, donc continuons comme ça. C'est un peu de l'individualisme, on pourrait dire, le corporatif, qui fait en sorte qu'on essaie de tirer le mieux pour nous dans le système actuel, plutôt que de s'engager politiquement, concrètement pour réformer le système pour qu'il soit plus juste finalement. Ben, je pense que dans certains cas, ça vient d'une volonté pour plusieurs de se mettre à l'abri de la concurrence étrangère, là. Donc, clairement, dans certains cas, on comprend que si les entreprises québécoises sont mises en compétition avec l'étranger, dans certains secteurs, ça devient plus difficile. Donc, ils cherchent à se protéger de ça. C'est d'où l'idée dans les années 80 notamment, puis 70 qu'il y avait une aussi grande. Aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais à l'époque, il y avait une grosse réticence à ce que s'installent, par exemple, des chaînes de supermarchés étrangères. Il y en a même qui ont fermé à l'époque parce qu'on disait, ouais, mais nos petits épiciers, ils peuvent pas compétitionner avec ça. Aujourd'hui, tout le monde va dans des grosses chaînes, puis ça nous paraît normal, mais il y a eu des débats là-dedans. Donc, je pense d'une part, c'est pour plusieurs voient l'étranger comme une menace, mais tu vois, d'autres entreprises l'ont vu comme des opportunités. On regarde ce que Alain Bouchard a construit avec Couche-Tard et l'acquisition de dépanneurs, même je pense au Japon, puis des choses comme ça. Il y a des gens qui voyaient ça ils voyaient le monde comme une opportunité, d'autres voyaient le monde comme une menace. Mais ça dépend comment moi, j'ai plutôt tendance à voir les opportunités, même si des fois, je comprends que ça peut être plus difficile de le voir comme ça. Mais je pense que fondamentalement, ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est que les demandes de protectionnisme viennent et d'anti-libre marché viennent beaucoup de secteurs en décroissance. L'exemple des médias, je pense, en est un c'est que dans le fond, eux, ils ont une tarte publicitaire. Et cette tarte-là ne fait que diminuer. Donc, même s'ils augmentent leur part de marché à l'intérieur de la tarte, on est toujours dans une tarte plus petite. À l'opposé, les médias sur Internet, les médias qu'on dit alternatifs, j'aime pas vraiment ce mot-là parce que ça donne l'impression que c'est comme n'importe quoi, là. Mais les médias comme où on est en ce moment, où on discute, des médias qui ne sont pas sur une chaîne d'État ou un média accrédité sur la tribune de presse ou des choses comme ça. Les nouveaux médias, on devrait peut-être plus les appeler comme ça. Nous, on est dans un univers de croissance. Donc, moi, j'ai un podcast, mais si je viens sur le tien, ça ne m'a enlevé aucun auditeur, ça ne m'a enlevé aucun revenu. En fait, on est mutuellement on bénéficie mutuellement d'une collaboration. Dans les médias traditionnels, ils ne voient pas ça comme ça. Parce qu'eux sont dans un environnement décroissant. Donc, dans un environnement décroissant, tu essaies de ménager ce qui reste finalement. Et là, qu'est-ce que tu fais?
tu demandes des règles pour te protéger. Ah, mais il faudrait que le gouvernement il réglemente Spotify, puis Amazon, puis tout ça. Pourquoi? Ben pour rediriger les gens qui se sont sauvés ailleurs sur nos plateformes, finalement. Puis ce qu'on trouve souvent comme prétexte, c'est pour protéger la culture québécoise, comme s'il n'y avait pas moyen pour la culture québécoise de survivre et de prospérer et de rayonner autrement que par le système par lequel on a Puis, toujours comme fonctionné. Là. si en ce moment, on ne s'exprimait pas depuis 40 minutes en En français, français. comme si L'éléphant dans la pièce. c'est comme si on permettait pas à des gens. Au contraire, moi, c'est ce que j'ai dit récemment à un politicien. Je disais, ben, je veux dire, moi, je fais mon podcast, je fais mes interventions en français, je parle en français, je fais la promotion de livres, je viens de le faire encore de gens qui écrivent en français. Je veux dire, pas exclusivement, mais je pense que d'une certaine manière, même si ça vaut rien aux yeux du vieux système en place, je pense que je contribue à créer quelque chose, à créer de la culture au Québec, puis à créer un environnement. Tu sais, en réalité, ce qu'on propose dans les nouveaux médias, ce sont des alternatives ou des compléments, en tout cas du moins, à ce qui existe dans le monde anglophone depuis très longtemps. Là. Donc, dans le monde anglophone, il existe des podcasts, des émissions de télé, toutes sortes de choses alternatives ou nouvelles depuis longtemps. Et beaucoup de gens ont fui l'univers francophone et c'est pour ça que tu as plein de Français aujourd'hui qui écoutent Theo Von, Joe Rogan, qui écoutent Patrick Bet-David ou tout ça, alors que tu te dis, ben, normalement, la France ou dans notre cas, le Québec devrait leur fournir le contenu intellectuel dans leur langue. Parce qu'il y a un effort qui est fait, là. Il y a une concurrence qui est à notre avantage là-dedans. Donc, parce que la personne qui fait l'effort d'aller consommer une émission de 2 heures où Joe Rogan discute de politique avec Gad Saad, par exemple, ben, il y a un effort là, de consommer ce contenu-là en anglais quand c'est pas ta langue maternelle, d'essayer de comprendre, de te familiariser avec les codes culturels qui sont pas les tiens, les insights qui sont pas ceux de ta culture que tu comprends pas aussi naturellement. Donc, je pense qu'il y a une plus-value à créer ça dans le monde francophone, mais semble-t-il que ça vaut rien aux yeux de ceux qui sont dans le système actuel, qui préfèrent essayer d'ignorer ça ou d'essayer de se protéger contre ça, alors qu'eux sont dans un environnement décroissant, on ne sait pas où ça va s'arrêter, si ça va finir par aboutir à leur propre mort. J'ai l'impression qu'il y aura quand même toujours des médias plus grand public parce que on considère un peu que c'est d'utilité publique d'avoir, bon, en direct un peu de l'information sur des bulletins de nouvelles, ce genre de choses-là. Et c'est clair qu'ils perdent de l'importance. Et ils perdent de l'importance parce qu'ils sont justement, c'est ça, ils n'offrent pas il n'offre pas d'options de remplacement ou d'options d'alternatives à ce que les gens peuvent trouver ailleurs, malgré la barrière de la langue. Donc, imaginez si vous êtes en plus c'est pour ça qu'aux États-Unis, ça s'accélère. C'est parce que eux, par exemple, les gens qui écoutaient MSNBC, et là, ils peuvent être sur Internet, ben, il n'y a même pas pour eux de barrière de langue et culturelle. Donc, pour eux, le transfert est encore plus facile. Pour nous, il y a comme une difficulté reliée à ça. Tu te dis, ouais, j'écoutais avant juste l'ajoute et maintenant, je veux regarder j'aimerais ça comprendre ce qu'a dit Pierre Poilievre au podcast de Jordan Peterson, mais il y a quand même un peu, tu sais, même si tu comprends l'anglais, d'entendre deux personnes discuter de concepts un peu abstraits dans une discussion une heure et demie dans une autre langue, il y a une barrière, on ne se le cachera pas. Là. Pour plusieurs, il y a encore une barrière. Donc, de voir que ça existe quand même, c'est pas, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous, mais c'est pas une bonne nouvelle pour les médias traditionnels. Mais pour nous, c'est pour ça qu'on peut être des porte-parole de plus de liberté et moins de règlements, parce que nous, on est dans un univers On en profite. où tout est possible, finalement. Ça ne peut que grossir, finalement. Mais cette volonté de protection, il y a cet élément économique-là, des anciens joueurs qui veulent garder le plus longtemps possible un peu ce qui est devenu leur privilège. Mais il n'y a pas un élément culturel aussi au Québec avec cette volonté de protection de l'État qui vient nous protéger contre. Il n'y a pas une espèce de pessimisme anthropologique, d'une part, à toujours penser que la liberté va être utilisée par les moins bons éléments de la société, et de deux, plus culturellement québécois, de penser que par nous-mêmes, si on laisse ça à la société civile, ça va finir finalement dans les mains des plus forts. Puis puisque nous, on a toujours été les plus faibles, les porteurs d'eau, ben on réussira pas. Là.
n'y a pas Mais je quelque pense que chose là, le culturel chez nous à ouais, vouloir cette protection-là? il y a quelque chose de culturel là-dedans qui a pas toujours existé, à mon avis. Là. Tu sais, si on fait, ça serait l'objet d'une autre discussion. Mmh. Mais si on Les remonte, coureurs des bois. non, mais Des oui, grands ça, le courageux courant des bois, aventuriers. mais si on remonte même, par exemple, à le Parti patriote et la rébellion de 1838. Donc, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que des gens ont décidé de reprendre le contrôle ou de s'émanciper d'un pouvoir étranger par les armes. C'est ça qui est arrivé. Donc, il y a eu dans notre époque au Québec, c'est pour ça que c'est très drôle de voir des gens parler d'insurrection. Tu sais, on en a une histoire insurrectionniste au Québec et on s'en félicite. On la fête même chaque année. Donc, Il y a je eu veux dire, une victoire. On a eu une victoire. c'est ça, mais l'insurrection, je dirais pas en soi à une chose qui est illégitime d'un point de vue politique. Je pense que si un peuple se juge opprimé, il a le droit de faire une insurrection. C'est même aussi ce qu'on reproche à McDonald's avec l'histoire de Louis Riel et autres. C'était une insurrection métisse. Donc, c'est pour ça que je trouve ça toujours drôle de la manière dont c'est traité les questions d'insurrection. Il y a une légitimité historique à ça. Mais je pense que quelque part dans notre mentalité, on a vu que ça n'avait pas marché par les armes. Et à un moment donné, quelqu'un a eu l'idée ou s'est installé tranquillement l'idée. Tu sais, on pourrait parler du manifeste du refus global et des étapes qui ont amené à ça. Et on s'est mis dans la tête que l'instrument de notre libération collective par rapport au pouvoir anglais, par rapport au contrôle des institutions, allait passer par l'État. Donc, allait passer par un État qui allait prendre le contrôle sur les écoles. Entre les deux, il y a eu l'Église. C'est-à-dire qu'après les C'est Patriotes, ça, là, c'est Monseigneur Bourget qui a créé là, tout le système institutionnel, exact. monopolistique et tout ça. Et puis là, après ça, c'est l'État qui a comme avalé l'Église. Il a Exact. peut-être gardé des mauvais patterns de cette époque-là aussi. Oui, ben ça, ça nous amènerait finalement à ton livre sur le Ouais, sujet, une autre comme fois, quoi une autre fois. une autre fois, peut-être on pourra en jaser, mais c'est un peu ça, c'est que c'est l'État est perçu un peu comme un puis je pense que c'est pour ça aussi. D'ailleurs, peut-être ça aurait peut-être dû nous allumer le jour où des gens ont commencé à parler d'État-providence. C'est pas pour ce mot-là a une connotation précise. C'est pas pour rien qu'il y a un mot religieux qui est associé à ça. C'est que l'idée de l'État-providence, là, ils ont bien fait d'appeler ça social-démocratie après, parce qu'il y a vraiment un aspect religieux Une là-dedans. C'est théologie. Là. il y a une théologie, c'est-à-dire en dehors de l'État, point de salut, et l'État est l'instrument pour l'atteinte finalement je dirais pas du Du paradis, royaume de mais Dieu sur terre. du royaume de Dieu sur terre, c'est exactement. Et je pense que malheureusement, ça nous est resté parce que ça a été probablement à juste titre pendant un moment quelque chose qui véhiculait énormément de fierté. Tu sais, on se rappelle bon, ce qui se passait avec l'hydroélectricité, puis René Lévesque avec son petit tableau qui se filmait en train d'expliquer pourquoi ça allait être bon. Puis les gens ont eu une impression que pour une fois, des dirigeants politiques travaillaient pour eux, tu sais, se battaient pour eux, allaient pour eux. Et on a tous, à tort ou à raison, souscrit à cette mythologie-là de la Révolution tranquille. Là. On pourrait parler du livre de Geloso aussi là-dessus. Mais euh, je pense que là, on arrive un peu à la limite de ça depuis plusieurs années. En fait, je dirais même, à mon avis, depuis le deuxième référendum, on commence à se rendre compte Hmm. que Le modèle, il tire à sa fin. C'est-à-dire que pour moi, la manière que je le vois, c'est que c'est qu'on a mis, sont devenus permanents des solutions temporaires. C'est-à-dire qu'après la défaite des Patriotes, les gens, les Canadiens français n'avaient plus d'institutions politiques pour pouvoir les représenter puis créer un édifice institutionnel. Et donc, ils ont confié ça à l'Église. L'Église a pris ça de relais. Donc, à ce moment-là, c'était correct. Mais le problème, c'est que l'Église s'est comme attachée à ce pouvoir-là. Et là, elle l'a gardé trop longtemps. Et de la même manière, un peu après dans les années 60, avec la Révolution tranquille, ce qu'on appelle la Révolution tranquille, on arrive à un moment où est-ce que, oui, l'État pouvait être un véhicule intéressant pour justement assouvir ces missions-là, sauf que c'est disons une solution temporaire, mais ils n'ont comme pas voulu développer une société civile capable de prendre le relais sur le long terme parce que justement, on s'est habitué, on a trouvé ça confortable. Et là, on arrive peut-être à un moment qui ressemble un peu aujourd'hui au moment où en était l'Église à la fin de la Révolution, au début de la Révolution tranquille, c'est-à-dire que l'Église était plus capable d'assouvir
la modernisation du système de santé, la modernisation du système d'éducation, et elle était de plus en plus dépendante de l'État. Et donc, elle a dû transférer ça parce qu'elle était plus capable. Tandis qu'on dirait qu'aujourd'hui, l'État est un peu dans la même situation. Par lui-même, il n'est plus capable d'assurer ses missions qu'il s'est lui-même données, c'est-à-dire l'éducation et les soins de santé. Et il est comme incapable, contrairement à l'Église qui a donné à l'État. L'État, en ce moment, il semble incapable justement de transmettre un peu le flambeau peut-être à la société civile, ou en diversifiant un peu les offres. Et peut-être que finalement, ce qui va arriver, il va arriver avec la même chose, une espèce de rejet de l'étatisme total qui pourrait venir dans une révolution tranquille 2.0, où est-ce que les Québécois décident de rejeter en bloc l'État québécois, l'État-providence, comme tu l'as dit. On ne peut pas lire un peu, là, on ne peut pas lire ce qui s'en vient, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut voir qu'il y a des similitudes entre l'avant-révolution tranquille et les réformes des années 60 et aujourd'hui, de la même manière que l'État n'est plus capable d'assouvir les missions comme l'Église n'était plus capable de le faire non plus. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Non, c'est ça. Ben, je suis assez d'accord. En fait, puis l'absence de société civile ou l'atrophie de la société civile, c'est un terme que Jonathan Hamel parle souvent aussi. On s'en est rendu particulièrement compte dans la crise pandémique, c'est qu'il y avait, en fait, il y avait le peuple québécois et son gouvernement. On s'est rendu compte qu'il y avait entre les deux il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'église, entre guillemets, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de club des lions, il n'y a plus toutes ces affaires-là entre les Non, deux. c'est ça. Même le système des ordres professionnels, tout ça, c'était de main dans la main. Il y avait rien, là. Il n'y avait rien qui était capable de faire un peu le tamis entre les deux. C'est ça, il n'y avait rien qui tenait, il n'y avait pas de contre-pouvoir, il n'y avait pas il y avait pas de structure. Et ça, je pense que la liberté, c'est un muscle aussi, d'une certaine manière. C'est que l'exercice de faire des choix est un exercice difficile, mais plus on le fait, plus c'est facile. Donc, c'est comme je veux dire, c'est comme quand vous commencez à avoir des rencontres amoureuses. La première fois, vous dites, mon Dieu, c'est donc bien malaisant, c'est difficile. Puis à un moment donné, je veux dire, ça se fait tout seul jusqu'au temps où vous rencontrez la personne avec qui vous avez envie de passer le reste de vos jours. Bon, ben c'est un peu ça. Quand on n'exerce jamais sa liberté, tout choix nous paraît comme une montagne, ça paraît difficile. On se dit, mais ça serait plus simple s'il y avait quelque chose qui nous encadre ça. Et tu sais, juste les sacrifices requis aussi. Là, par exemple, vous choisissez une femme pour être votre femme, votre épouse. Ben, vous dites non aux millions d'autres, des millions d'autres. C'est une seule. Donc, cette habitude à sacrifier tout pour une seule possibilité, c'est quelque chose de plus en plus difficile. On peut penser aux jeunes aujourd'hui, justement, qui ont de la misère à trouver une profession ou un métier parce que, justement, il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de pays, il y a tellement de si que finalement, ben, ils finissent par rien faire puis de se sentir de l'anxiété par rapport à ces choix-là. Mais au contraire, justement, responsabiliser avec une société. Peut-être que justement, le problème de l'anxiété chez les jeunes, c'est cette incapacité à choisir. Ben, peut-être qu'elle pourrait être en partie réglée si collectivement, on s'habituait à faire des choix puis puis justement en développant une société civile. Et pour moi, je pense que le rôle de l'État a été est surdimensionné, mais le politique, le bon politique, parce que ça ne veut pas dire qu'on est critique de l'État, qu'on pense que la figure politique ou l'homme politique, maintenant la femme, là, peu importe, n'a pas de rôle à jouer à un moment donné. Et je pense que le rôle d'un bon leader, c'est pas de tout faire à la place des individus et de les infantiliser, c'est au contraire de les élever, de les amener à s'élever. Et ça, je pense qu'on en a eu des leaders dans notre histoire qui nous ont amenés à nous élever collectivement. Et quand je regarde l'intervention de certains politiciens maintenant, on dirait que, en fait, le but est plutôt le contraire. Tu sais, je regardais des débats sempiternels qu'on a au Québec, par exemple, depuis 20 ans sur est-ce qu'on abaisse la limite de consommation d'alcool de 0,08 à 0,05. Désolé, mais on ne s'élève pas collectivement avec ce genre de choses-là. Un vrai leader, s'il considère que c'est un problème, devrait prôner la responsabilisation individuelle, puis devrait essayer de nous élever à la conscience, comme je pense que ça a réussi à être fait à une époque. À une époque, les gens étaient insouciants de ça, un peu comme avec l'environnement aussi, on jetait nos déchets un peu partout. Mais à un moment donné, on s'est
collectivement élevés. En tout cas, la majorité des gens se sont élevés puis ont pris conscience de ça. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin d'une loi ou d'un règlement les interdisant de jeter leur vieille voiture dans la rivière. Donc, on a assimilé que c'était un comportement qui, en société, ne faisait pas de sens. Bon, évidemment, vous allez toujours avoir des exceptions, des gens qui font des choses qui n'ont pas de bon sens. Mais je pense que le rôle d'une classe politique ou d'un leader politique, c'est d'essayer d'élever justement d'élever les consciences et non pas de les rabaisser constamment en leur disant ben faites-vous-en pas, vous êtes trop nono. L'État va prendre ça en charge, on va faire les lunchs de vos enfants, on va, tu sais, ça aussi, c'en est un autre exemple. Je veux dire, à une autre époque, Bernard Landry répondait à ce genre d'idée-là que même les oiseaux nourrissaient leurs enfants. Il y a d'ailleurs eu des problèmes avec cette déclaration-là, mais je pense qu'il avait totalement raison. Effectivement, même des oiseaux avec un cerveau microscopique ont conscience qu'ils doivent nourrir leurs enfants et nous, êtres humains, malgré des milliers d'années de progrès, d'évolution, de littérature, de culture, on est rendu au stade où on demande au gouvernement de nourrir nos enfants. Au gouvernement, fait des sandwichs pour mes enfants, parce que moi, je ne peux pas m'en occuper moi-même. Ça, c'est pas élevé, c'est pas s'élever collectivement, c'est régresser. Donc, il y a une responsabilité. On devrait passer de la coercition, de l'encadrement, plutôt à susciter les volontés individuelles pour qu'ils fassent ces actes vertueux de nourrir leurs enfants par eux-mêmes comme des grands. Donc, un peu de maturité collective à développer. Et c'est ce que nous ferons dans les prochains mois, puisque nous serons réunis ensemble, Frank Fournier, dans ce balado du Libre Podcast pour discuter de sujets de votre choix qui vous touchent particulièrement. Parfois, ce sera de l'actualité, parfois, ce sera des livres, comme vous l'avez fait aujourd'hui avec celui de Charles Gave, dont nous rappelons la référence, ce livre, Libéral mais non coupable, publié, qui est disponible sur Amazon et toutes les bonnes plateformes de livraison. Quoique, on le sait, cette semaine, ça va peut-être être plus compliqué de se faire livrer du Amazon pour peut-être quelques semaines, mais enfin, nous espérons que que le service ne sera pas trop interrompu, nous l'espérons. Alors, Frank Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous, mais très bon mois à vous et dans l'actualité. Et on peut vous suivre, bien évidemment, presque tous les jours, sauf la fin de semaine où vous prenez un petit peu de congé de cette actualité qui revient rapidement le lundi. Et donc, on peut vous suivre avec votre collègue Yann Sénéchal au podcast Yann et Frank. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt. Alors maintenant, se joint à nous Olivier Séguin, avocat pour le Québec, pour le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Alors, Olivier Séguin, pouvez-vous simplement vous présenter puisque vous allez revenir plusieurs fois durant cette prochaine saison 2025 du Libre Podcast, peut-être autour d'une fois par mois, pour nous parler d'enjeux juridiques liés à la défense de la liberté et la liberté au sens où la Constitution canadienne nous l'enseigne. Alors, Olivier Séguin, pouvez-vous vous présenter et peut-être nous parler un peu de votre intérêt pour le droit constitutionnel? Oui, donc Olivier Séguin, effectivement, je suis depuis 1 an et demi associé au Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. Donc, le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles est mieux connu chez nos amis du Canada anglais. C'est le Justice Center for Constitutional Freedom. Donc, ça existe depuis 2010. Très impliqué, je vous dirais, dans la défense des droits et libertés, un peu comme peuvent l'être d'autres associations qui, généralement, sont d'orientation plutôt progressiste. En tout cas, c'est certainement le cas depuis, je vous dirais, le tournant des années 2000. Dans le cas du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, on défend généralement une vision qui est plutôt classique des libertés constitutionnelles. Certains diront une vision conservatrice. Moi, je préfère dire classique. Notre implication, donc l'implication du Centre juridique a commencé pendant la pandémie. Pour ce qui est du Québec, c'était alors que le gouvernement Legault pensait instaurer une taxe finalement qui n'aura pas vu le jour là, pour les gens qui n'étaient pas vaccinés. Donc, c'est là où ça a commencé. Pour ce qui est du chapitre québécois, par mon prédécesseur, de qui j'ai pris le relais. Donc,
Pour ma part, je vous dirais mon intérêt pour les libertés. En fait, le droit constitutionnel, peut-être juste faire une petite parenthèse, c'est quelque chose qui est très, très rare comme pratique. Je vous dirais qu'au Québec, il y a peut-être je vous dirais entre une douzaine et une quinzaine d'avocats maximum qui peuvent se targuer de faire du droit constitutionnel à temps plein. La majorité des constitutionnalistes, de ceux qui peuvent se dire constitutionnalistes, sont surtout des universitaires. Donc, parce que Olivier Séguin, justement, par rapport au droit constitutionnel, on pourrait utiliser ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la non-popularité de ce type de droit par opposition aux États-Unis, où là, le droit constitutionnel, il y a des philosophes de la Constitution, il y a des écoles de pensée, j'imagine qu'il y en a un peu aussi au Canada, mais c'est moins important, on dirait, la Constitution pour nous au Canada, même si elle a été rapatriée, ça fait pas 40 ans, là, en 82. Mais est-ce qu'il y a ce type quand vous parliez des écoles de pensée, vous, qu'on dit traditionnelles ou conservatrices par rapport aux plus progressistes, est-ce qu'il y a un lien aussi par rapport aux écoles américaines où il y a un littéralisme, c'est-à-dire on considère la Constitution américaine d'une manière littérale ou plutôt jurisprudentielle où on appuie sur les interprétations modernes qu'on se fait des concepts. Est-ce qu'il y a un corollaire canadien de ces deux écoles américaines-là ou pouvez-vous nous le décrire un peu comment c'est quoi le milieu intellectuel et philosophique derrière le droit constitutionnel canadien? Très bonne question. Donc, effectivement, aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé parce que ça a commencé depuis leur naissance. On peut dire que vraiment le droit constitutionnel, pour ce qui touche à l'équivalent des droits et libertés, qui est finalement les amendements, ça touche vraiment à leur mythologie. Et les États-Unis sont vraiment basés, ce qui relie les États-Unis entre eux, puis là, je sors du droit, c'est beaucoup un amour on se rassemble autour de la Constitution en tant que telle. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment révéré, c'est un texte qui est quasiment sacré. Les pères de la Constitution font figure vraiment sont des figures fédératrices qui dépassent, on va dire, le simple domaine séculaire, ou séculier, devrais-je dire. C'est le we the people, c'est nous, le peuple. Exactement. C'est la Constitution qui les définit comme groupe social, finalement. Donc, c'est la seule chose qu'ils ont en commun, finalement, le plus petit dénominateur ou grand dénominateur commun, c'est la Constitution. D'où l'importance qu'ils donnent à cette discipline aussi. Ouais. Donc, pour ce qui est de aux États-Unis, il y a vraiment une question sur des gens qui sont plus littéralistes. Il y a des juges qui sont connus comme ça. Pour être plus littéraliste, généralement, ils sont associés à une approche conservatrice parce qu'effectivement, quand on lit les droits, donc les différents amendements qui font partie de la Constitution américaine, la question disons, de l'interprétation littérale versus non littérale est plus pertinente. Là, je vais penser en particulier, par exemple, à cette question du droit de porter des armes. Sans entrer dans les détails de cette question-là, mais vraiment, l'enjeu de cette question-là est vraiment basé sur le fait, est-ce qu'on a une lecture littérale de la chose ou quelle est l'origine de ce droit de porter des armes? Certains vont dire que c'était basé sur le fait de donner donc le droit de se défendre contre le gouvernement. Donc, il y a une question de former des milices parce que ça a été adopté à partir du moment où le gouvernement américain s'était muni d'une armée. D'autres vont dire que c'est tout simplement le droit de porter des armes pour se défendre contre n'importe qui et pas seulement contre le gouvernement. Donc ça, c'est un exemple. Donc, il y a beaucoup d'interprétations, c'est-à-dire même quand un littéral pourrait dire c'est pour tout envahisseur ou tout ennemi, qu'il soit personnel ou collectif pour la nation au complet. Et d'autres diraient non, c'était un droit qui a été octroyé, mais d'une manière plutôt temporaire pour faire face à un ennemi, disons le roi d'Angleterre, et qui s'applique qu'au roi d'Angleterre. Donc, tant qu'on n'a pas ce genre d'interprétation-là.
au droit de se défendre contre le gouvernement, donc celui de pouvoir se constituer en milice. Ceux qui auront une vision plus littéraliste vont dire tout simplement qu'on a le droit au port d'armes, puis on interprète les choses de façon plus littérale. Puis là, il y a d'autres enjeux comme ça qui touchent à ce débat-là entre l'approche littérale puis une approche plus contextuelle, plus historique, plus interprétative, telle que, par exemple, tout ce qui touche à la peine de mort. Bref, il y a des enjeux que je ne connais pas assez bien pour être très articulé autour. Ouais, c'est ça. Exact. Écrite par John Carpy, qui est le directeur général de votre institut, là, le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. Et il a pris officiellement, disons, la parole pour dénoncer l'attitude des libéraux de Justin Trudeau et de Justin Trudeau en particulier, d'avoir demandé une prorogation du Parlement. Alors, selon John Carpy, toujours, cette décision de Justin Trudeau de proroger le Parlement jusqu'à la fin mars est non seulement antidémocratique, mais illégal. Alors, Olivier Séguin, pourquoi, selon votre organisation, cette prorogation est-elle illégale? Peut-être juste faire une petite précision. Non seulement mon collègue John Carpy a écrit un article à ce sujet-là, mais j'ai un autre de mes collègues, en fait deux de mes collègues dans le Canada anglais à Toronto, James Manson en particulier, qui ont institué donc un pourvoi en contrôle judiciaire, finalement une procédure pour faire déclarer inconstitutionnelle, illégale la prorogation, et puis que finalement que la prorogation soit annulée et que les travaux parlementaires recommencent. Donc, ce n'est pas qu'un article, c'est vraiment une procédure chaude en cours et qui, espérons-le, va être entendue très rapidement parce que, évidemment, les délais sont importants dans cette affaire. Pour pas qu'on ait un arrêt Jordan sur cette question. Ah, non, ça serait... le mois de mars sera dépassé depuis longtemps. Ça serait très fort. Donc, en fait, la question de la légalité, pour le dire plus largement, la question de la constitutionnalité et ce dont il s'agit, le principe de base, pour qu'on le comprenne bien, c'est celui que tout le monde connaît, c'est que le gouvernement est responsable envers le Parlement, le Parlement étant l'instance suprême qui représente la démocratie et qui est responsable devant le peuple. Ce qui arrive en cas de prorogation, donc, qu'est-ce qu'une prorogation? La session parlementaire est arrêtée, c'est-à-dire que pour les détails, tout ce qui était sur le plancher à ce moment-là, c'est-à-dire tous les projets de loi qui sont en cours sont finalement écrasés, si on veut, mis à plat, et jusqu'à ce que la session non pas reprenne, mais qu'une autre session parlementaire recommence. En l'occurrence, ça va avoir lieu à la fin mars. Il y a finalement une mise en suspens du principe de base qui est celui du fait que le gouvernement est responsable envers le Parlement pour que le Parlement soit responsable devant le peuple. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, c'est une période pour ce qui nous intéresse, parce qu'évidemment, on ne se plaindra pas que les projets de loi qui étaient en cours, comme par exemple la loi sur les préjudices en ligne, exactement, disparaissent du plancher. Ça, c'est pas quelque chose qui nous dérange. Ni la question sur le gain en capital, sauf que là, il y a des problèmes juridiques aussi avec le ministère du Revenu. Là. Donc, ça, il y a une complexité là-dedans que je vais peut-être laisser pour la fin si on a le temps, parce que c'est effectivement quelque chose qui est un petit peu à côté du sujet, bien que ça a un rapport. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est que pendant toute cette période-là, finalement, il est impossible pour le Parlement de demander un vote de confiance, et donc le gouvernement ne peut pas perdre un vote de confiance. En d'autres mots, il est impossible de savoir si le gouvernement a encore ou a perdu la confiance du Parlement. Normalement, à l'époque où on en est, des prorogations de Parlement et on va dire des interstices entre la prorogation du Parlement et le début d'une nouvelle session, donc une nouvelle session parlementaire. Ça dure quelques jours.
Ça peut s'échelonner sur un peu plus. Ça peut aller jusqu'à 1 mois, on a vu ça. Souvent, le délai qui va être acceptable va dépendre de certaines notions qui ne touchent pas vraiment à l'actualité politique. Par exemple, est-ce qu'on est durant les vacances estivales? Bon. Donc, ou est-ce qu'on est pendant les vacances de Noël? Ce qui est sûr, c'est que disons, depuis les temps modernes, depuis, je vous dirais, à peu près la Seconde Guerre mondiale, donc à une époque où vraiment le principe démocratique s'est affirmé et où le gouvernement a plus de place, je vous dirais, à temps plein qu'il en avait par le passé. Ce qui est acceptable pour une prorogation, c'est quelques jours de prorogation. Donc, la pertinence, normalement, de proroger une session parlementaire peut être de divers ordres. Généralement, parce qu'effectivement, il y a plusieurs projets de loi qui sont sur le plancher. Certains peuvent branler dans le manche, certains peuvent bloquer, ne pas avancer. Donc, c'est une manière, effectivement, comme ça a été annoncé, de repartir à zéro, faire un reset, réinitialiser. En tant que tel, c'est quelque chose qui est acceptable à condition, évidemment, comme je l'ai mentionné plus tôt, que ça soit pas utilisé de manière politique pour faire en sorte que le gouvernement ne tombe pas. L'idée principale du recours puis de l'article de mon collègue, c'est celle-là. Alors, nous avons Jérôme Blanchet-Gravel qui se joint à nous in extremis. Jérôme, je crois que tu as une question pour notre invité, là, Olivier Séguin, justement sur la légalité là, de cette prorogation et peut-être l'accusation qui est souvent faite aux détracteurs de cette prorogation qui mentionne à quel point peut-être Stephen Harper et les conservateurs eux-mêmes avaient initié une telle procédure là, il y a quelques années. Qu'est-ce que vous répondez au centre juridique à ceux qui vont dire que Stephen Harper avait déjà utilisé cette prérogative finalement? Donc, pourquoi là, c'est illégal et pourquoi ça ne l'était pas à l'époque? Donc, ça s'est passé, en fait, c'est l'un des 2 ou 3 précédents qu'on a au Canada. Ça s'est passé en 2008. Le gouvernement conservateur venait juste d'être élu. Les 3 partis d'opposition qui étaient le NPD, le Bloc et les libéraux s'étaient alliés ensemble pour dire qu'ils allaient faire tomber le gouvernement, donc alors que ça faisait à peine quelques semaines qu'il venait de se faire élire. Et c'est là où, effectivement, pour éviter un vote de censure, Harper est allé voir la gouverneure générale, Michaëlle Jean, et lui a demandé de proroger le Parlement. De le proroger jusqu'à la fin janvier, je vais y revenir, ce qui lui a été accordé. J'aimerais dire que les raisons pour lesquelles il a prorogé le Parlement sont essentiellement, selon moi, des raisons politiques aussi, et qu'on aurait pu aussi instituer un recours, et selon moi, les motifs invoqués auraient été les mêmes, c'est-à-dire que ça aurait été une manière d'éviter que le gouvernement tombe. Ça a marché dans le cas de Stephen Harper. Mais disons, le fait qu'il y a un précédent, c'est-à-dire le cas de Stephen Harper, effectivement, est une occurrence en tant que telle. Ça n'a pas été testé par la Cour comme ça va l'être maintenant, parce que, disons, on a institué un recours, il est possible, ce genre de truc-là arrive assez rarement, donc ça aurait pu ne pas arriver, auquel cas on n'aurait jamais su. On est dans l'ordre des conventions constitutionnelles d'une certaine façon. Normalement, la Cour, disons traditionnellement, là, de longue date, c'est pas la Cour qui se prononce là-dessus. Normalement, c'est donc en l'occurrence, on revient sur le cas de Stephen Harper. Stephen Harper demande à la gouverneure générale, donc il donne son avis à la gouverneure générale de proroger le Parlement. La gouverneure générale doit accepter son avis et proroger le Parlement à une condition, c'est qu'elle estime que le premier ministre a la confiance du Parlement pour ce faire. Il n'était pas évident en 2008 que la première ministre, donc plutôt que Michaëlle Jean, qui était gouverneur général, décide que
donc Stephen Harper avait la confiance du Parlement pour ce faire, étant donné qu'il y avait eu des annonces suivant lesquelles les partis d'opposition allaient faire tomber le gouvernement. Ce qui fait que plutôt qu'accorder, qu'en arriver à la demande de Stephen Harper de proroger le Parlement immédiatement, comme normalement ça se fait, elle s'est retirée pendant quelques heures pour envoyer un signal pour dire que ce n'était pas automatique. Et ça, c'est des choses qu'on sait parce qu'elle a consulté dans cet intervalle-là un constitutionnaliste très connu, Peter Russell, qui s'est exprimé par la suite. Puis je pense qu'il s'est exprimé aussi pour envoyer un message puis faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un précédent qui devait dorénavant permettre au premier ministre de faire proroger le Parlement pour toutes sortes de raisons. Donc, finalement, dans ce que vous dites, finalement, Olivier Séguin, c'est que vous, comme centre juridique, ou vous, Olivier Séguin, comme avocat, il n'y a pas de partisanerie, c'est-à-dire que ce soit conservateurs, libéraux, il n'y a pas nécessairement de problème. Il y a un problème, justement, au contraire, à utiliser la prorogation comme instrument partisan pour pouvoir maintenir ou garder le pouvoir, finalement, c'est ça? Le centre juridique n'est pas une instance politique, ça c'est clair, on défend des principes et on n'est pas du tout impliqué politiquement. Et je vous dirais, si on regarde, disons, l'abus de la prérogative de proroger un Parlement n'est pas le propre d'un gouvernement libéral ou d'un gouvernement conservateur. Je vous dirais que c'est plutôt le propre d'un gouvernement minoritaire. Parce que c'est un gouvernement minoritaire dont on peut douter qu'il ait la confiance de la Chambre. Puis c'est un gouvernement minoritaire qui va avoir avantage à faire proroger le Parlement pour éviter une motion de censure. Ce que partagent les libéraux en ce moment avec les conservateurs sous Harper, c'est que ce sont des gouvernements minoritaires. C'est presque toujours dans ce contexte-là qu'il y a eu des abus dans ce sens-là. Donc, selon vous, quelles sont les étapes là, qui s'en viennent pour vous, puisque vous avez déclenché une instance juridique, justement, légale, contre cette décision-là? Là, ça va passer devant un juge? C'est quoi les étapes à venir? Donc, ça a été institué par mon collègue Manson. Donc, c'est en cour fédérale que ça va être entendu. Ça va être entendu d'urgence. Je vais vous passer les détails de toutes les étapes. Il y a eu des conférences de gestion, finalement des procédures de gestion pour faire en sorte que les choses aillent rondement et soient entendues plus rapidement. Ce qui va être intéressant, en fait, pour la suite des choses, c'est de savoir, parce que c'est la première fois, effectivement, qu'une cour de justice, en fait, que la cour, en tant que pouvoir, va être amenée à se prononcer sur ce qui, normalement, ce qui, jusqu'à présent, était conçu comme appartenant vraiment à la prérogative royale. On va dire normalement, et c'est peut-être normalement, je ne veux pas dire normalement, mais par le passé, et c'est peut-être ce qui a fait en sorte que ça... c'est la première fois, en tout cas au Canada, il y a une occurrence où il y a eu un pourvoi qui a été un pourvoi en contrôle judiciaire qui a été instauré au Royaume-Uni. C'était en lien au Brexit. Mais normalement, juste peut-être faire une petite parenthèse sur... ça, c'est intéressant parce que John... il utilise la jurisprudence britannique quand même. Et là, on voit que nos systèmes demeurent liés là, parce que quand même, on ne pourrait pas au Québec, par exemple, invoquer une cause qu'il y a eu en France pour c'est ça. Justifier cet argument. Donc, effectivement, le système britannique, on en est issu. Même la Constitution canadienne commence par dire que dans le préambule, comme notre système parlementaire est à l'anglaise, c'est pas une disons, dans la hiérarchie des décisions, il s'agit pas d'une décision qui fait jurisprudence de manière autoritaire, mais je vous dirais que ça a de la crédibilité. Donc, la décision qui a été rendue en 2019 par la Cour suprême du Royaume-Uni
a de la crédibilité, donc une forme d'autorité morale. Elle n'a pas d'autorité au sens hiérarchique comme peut en avoir une décision de la Cour suprême du Canada sur la Cour d'appel du Québec, sur la Cour supérieure. Ça va poser problème, ça, à Donald Trump, quand il va intégrer le Canada avec un système britannique. Oui. Il va falloir qu'il fasse une sorte d'ajustement des systèmes juridiques. Ah, ben oui, puis ça serait peut-être... Il va falloir qu'il aille à Londres, là, Donald Trump. Il va falloir qu'il aille dire aux Anglais qu'il lâche complètement le Canada. C'est bon. Non, mais en fait, je suis d'ailleurs surpris que nos amis, les Anglais, ne se soient pas prononcés, qui aient laissé ça... Mais c'est vrai, moi aussi, ça me surprend, Olivier Séguin. Ils ont d'autres choses à régler, j'ai l'impression, nos chers amis ils anglais. ont Musk d'impact déjà. Keir Starmer, disons, est plutôt sur Elon Musk. D'autres articles vont suivre d'ailleurs sur le sujet. Mais moi aussi, c'est bien que tu le mentionnes, Olivier Séguin. Ils ont d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire, c'est peut-être justement une campagne de diversion là, qu'Elon Musk fait justement pour que les Anglais ne s'impliquent pas dans ce débat-là au Canada. Mais en terminant, Olivier Séguin, quelles seraient les éventuelles conséquences si jamais vous obtenez raison devant la Cour et que cette prorogation est reconnue comme étant illégale? Quelles conséquences encourt Justin Trudeau ou son gouvernement ou son parti, etc.? Ben, ce que ça voudrait dire, en fait, c'est que l'avis du premier ministre Trudeau donné au procureur général serait vu comme étant un avis illégal. Donc, la prérogative royale du gouverneur général exercée sur la base de l'avis illégal serait annulée, puis donc la session serait réputée ne jamais avoir été prorogée. Ce qui veut dire qu'aussitôt que Comment on fait ça? On revient dans le temps? Ben, c'est bizarre un peu. Ouais, c'est ça. C'est après mars. Là. Disons seulement qu'étant donné que c'est vraiment quelque chose qui appartient à l'ordre du momentum, s'il y a une décision qui est rendue en juin ou juste en avril, ça ne sert pas à grand-chose, effectivement. En espérant qu'il y ait une décision qui soit rendue, mettons, dans un... Ça fait jurisprudence, ça sert quand même le droit, l'avancement du droit. Oh, oui, tout à fait. Ça fait valoir quand même les droits des citoyens à ne pas devoir composer encore des mois qu'un gouvernement qui, on le sait, est quand même illégitime politiquement. Là. Pas seulement sur le plan des sondages, mais à l'interne, etc. Là. Ah non, c'est ça. Puis, disons, ça va faire partie certainement des considérations qui vont être considérées par la Cour, qui sont très importantes. Parce que la question, c'est toujours de savoir, est-ce qu'au moment où le premier ministre a demandé au gouverneur général de proroger le Parlement, est-ce qu'il avait la confiance de la Chambre? Est-ce qu'il y a la confiance de la Chambre? Si il a fait ça pour éviter justement de faire face à une motion de censure parce qu'il n'y avait pas la confiance de la Chambre ou encore pour éviter de répondre à des questions embarrassantes, peu importe la raison, si c'est des raisons politiques, ça veut dire que ça n'aurait pas dû avoir lieu puis qu'il y a eu de l'abus. Ça serait pas la première fois qu'il y a ce genre d'abus-là. Ce serait la première fois, par contre, que la Cour se prononce. Puis, disons, l'une des raisons pour laquelle il est important que la Cour se prononce, c'est que jadis, le gouverneur général avait plus d'autorité qu'il en a maintenant. Ce qui veut dire que le gouverneur général, et là je remonte à avant 2008, mais si on remonte les autres précédents qui ont eu lieu par le passé, il y en a eu un avec Johnny McDonnell, donc là ça remonte, puis avec Mackenzie King aussi. C'est deux cas où, de la même façon que maintenant, il y a eu abus on va dire, du pouvoir du premier ministre de demander au gouverneur général de proroger le gouvernement. Mais la différence, c'est qu'à cette époque-là, le gouverneur général avait de l'autorité, puis il était solide dans ses bottes, comme on peut dire. Ce qui fait que c'était pas accepté de manière automatique du tout. Puis, de temps en temps, par exemple, dans le cas de Mackenzie King, ce qui a été décidé, par exemple, ou plutôt dans le cas de McDonnell, donc en 1873, il essayait d'échapper à, disons, des questions embarrassantes qui étaient posées suite à un scandale, le scandale du Pacifique, dans lequel j'entrerai pas. Mais ce qu'a décidé le gouverneur général, c'est de dire, OK, on va proroger pour un nombre de semaines prédéterminé qui n'est pas si important que ça, mais en même temps, je nomme une commission d'enquête
finalement pour que ça ne puisse pas servir au premier ministre de manière à éviter d'être embarrassé. C'est pas exactement le cas dont il est question ici, mais j'en viens tout simplement à mon propos, c'est de dire que dans la mesure où le gouverneur général n'a plus l'autorité qu'il avait par le passé, c'est pour cette raison-là qu'il est important que les cours, si on veut, prennent le relais de l'autorité qu'il y a pu. Puis en même temps, ça fait que le dernier acte de ce premier ministre Justin Trudeau va être dans la continuité de son gouvernement, c'est-à-dire dans la non-rigueur légale et dans les problèmes moraux de scandale et tout ça. Donc, ça va être un dernier acte qui va avoir été encore, disons, en continuité avec l'ensemble de sa prise de pouvoir et de son gouvernement. Un homme qui a de la suite dans les idées. Exactement. Il sera rappelé dans les cours d'histoire pour tout cela. Olivier Séguin, je rappelle que vous êtes avocat pour le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, ici même au Canada. Vous êtes au Québec et vous défendez plusieurs causes pour défendre les libertés constitutionnelles au Québec. Et donc, il y a plusieurs dossiers qui vont suivre cette année et à Libre Média. Et on invite pour l'instant nos auditeurs à aller lire cette lettre de votre collègue John Carpay, lui-même aussi avocat, président du centre juridique pour lequel vous travaillez. Cette lettre intitulée « La prorogation du Parlement par Justin Trudeau est illégale ». C'est un article, une lettre à lire sur Libre Média au libretradiomedia.com. Alors, Olivier Séguin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se revoit le mois prochain pour une autre chronique juridique et au service de la liberté au Canada et au Québec. Merci beaucoup. Donc, on se voit le mois prochain. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libretradiomedia.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.